Bonjour, Bonjour Madame Péchigna, j'espère que vous allez bien. ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? On se tutoie, on se Oui, voit? si vous voulez qu'on se tutoie, on peut se tutoyer. Alors par contre, j'entends Ça me mon va. écho. Ah mince, est-ce que je dois mettre des écouteurs? Peut-être, parce que là c'est vrai que je m'en... Ah, ça a l'air mieux. En fait, c'est peut-être qu'on parle en même temps, j'imagine. Ok. Alors, je vous avoue, c'est très compliqué de faire cette interview au vu de ce qui vient de se passer. Voilà, on vient d'apprendre quand même la démission du gouvernement. Moins de 13 heures après qu'il ait été mis en place. Le Cornu vient de démissionner, ça a été accepté. Ah d'accord, mais là je j'ai pas, Voilà. enfin, Vous étiez peut-être pas au courant? non. Ben voilà, ben on vient d'apprendre que Le Cornu a démissionné et que Macron a accepté sa démission. D'accord, ok. Voilà, donc, donc je vous apprends cette information comme j'imagine beaucoup de monde est en train de l'apprendre en ce moment même, hein. Je suis en train de voir. En fait, moi j'ai écouté Olivier Faure ce matin sur France Inter et là ça a commencé ou pas? C'est officiel. Oui, l'interview a commencé. Ah, notre émission a commencé. Ok. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire parce que Oui, là, on est quand même potentiellement, bah, en fait, c'est une des premières questions que je vais vous poser après que vous êtes présenté, mais on est potentiellement dans une situation où on va peut-être avoir une dissolution alors que l'élection est en cours. C'est ce genre d'information qui quand même change tout. Et du coup, je vais vous en parler après. Bon, on va essayer de faire l'interview quand même, peut-être. Mais je vois que ça vous surprend tout autant que tout le monde est surpris, je pense, ce matin. vu que voilà, enfin, la réaction de Bruno Retailleau que ça semblait assez bancal, ce nouveau gouvernement de revenants. Mais là, j'avoue que, bon, enfin, bon, on n'en est plus à un retournement de situation près. Ok, bah Voilà. écoutez, ici. Donc, donc bonjour Madame Péchina. Donc, je rappelle, vous êtes Péchinia, du coup, j'imagine. Alors, si vous, alors, donc, on se tutoie, on se Oui, voit. on se tutoie, allez. Alors, tu peux dire Pessina, c'est D'accord. très bien. Normalement, c'est Pessinia, Oui, mais comme en français, le aigné ne se prononce pas, oui. il a mis très longtemps avant d'être accepté. Enfin, tout le monde m'a toujours dit Pessina, donc il n'y a pas de souci, on peut dire Pessina. Bon, je dirais Péchinia parce que je suis occitan, donc ça me gêne pas, moi. Euh, Pessinia, enfin, le C, c'est un C bon, normal. d'accord, c'est Péchinia. Alors, vous êtes donc la candidate NFP insoumise de la Oui, 5e circonscription des Français et étrangers. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter votre parcours? oui, bien sûr. J'habite à Bilbao, j'ai 42 ans, je suis mère de 2 enfants et je suis franco-basque espagnole. Donc, je suis née, j'ai grandi à Montreuil, en banlieue parisienne, d'une mère française et d'un père basque espagnol qui est arrivé en France en 1969 parce qu'il a fui la dictature franquiste. Voilà, j'ai toujours on va dire, connu et arpenté la circonscription depuis ma naissance, puisque tous les étés, comme c'était le seul membre de sa famille qui était parti en France, tous les étés, on allait voir la famille au Pays Basque et on en profitait pour voyager un petit peu dans toute l'Espagne. Donc, j'ai un lien, de par ma binationalité, très fort avec l'Espagne depuis toujours, mais j'ai décidé, donc en fait, j'ai fait des études de la recherche en histoire et en sociologie. Je me suis spécialisée sur la place des femmes dans les mouvements sociaux en Amérique latine, plus particulièrement à Cuba. Donc en fait, après mon master, enfin pendant mon master et après mon master, j'ai vécu un temps à Cuba, puis aux États-Unis. Ma première expérience professionnelle, en fait, j'ai été volontaire international en administration, VIA, au consulat de France à Miami, au service de presse. Ça a été ma première expérience professionnelle et le hasard des opportunités a fait que je devais rester 2 ans et je suis restée plus de 10 ans aux D'accord. États-Unis, 5 ans à Miami, 5 ans à New York. J'ai travaillé comme journaliste, j'ai travaillé au consulat de France à New York en tant que responsable du service presse et communication. Donc ça m'a permis d'observer de très près le travail de la diplomatie française à l'international, d'observer aussi de très près, de constater plutôt les conséquences des coupes budgétaires du ministère des Affaires étrangères, aussi bien sur les agents et les agentes du ministère, mais sur les administrés, sur les personnes, avec les conséquences du désengagement des services publics aussi à l'étranger. J'ai décidé, après le Covid en 2021, de revenir de regagner le vieux continent et de m'installer avec ma famille
en Espagne et plus particulièrement à Bilbao parce que ma famille vit près d'ici. Et donc désormais, je suis entrepreneur, j'ai une société de conseil et de formation sur l'implémentation de politiques pour l'égalité femmes-hommes au travail, donc que ce soit près d'administration, de collectivités territoriales, d'entreprises, d'associations, et bien évidemment sur la prévention, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail et les discriminations. Et donc, c'est le travail que j'occupe actuellement. Qui sont d'ailleurs des points importants de votre programme, on y reviendra après. Alors la question que je voulais aussi vous poser, que j'ai posée à Madame Kodjia dans son cadre aussi, c'est pourquoi avoir fait ce choix d'être candidate et pourquoi avec cette étiquette NFP-LFI? Alors, je suis engagée à gauche, je pense, depuis toujours. Mais j'ai eu envie de m'engager au sein de la France Insoumise et de vraiment prendre part à l'action, organiser des événements et puis surtout avoir l'opportunité de rencontrer des personnes qui partageaient les mêmes convictions. Suite à l'élection présidentielle et législative de 2022, pour moi, la NUPES, ça a été ce premier espoir de l'union de la gauche je pense, à réveiller la conscience de beaucoup de gens. Moi, j'étais déjà, comme je le disais, engagée, mais ça m'a vraiment donné envie de m'engager un petit peu plus au sein d'un parti ou d'un mouvement pour ce qui est de la France Insoumise. Et donc, j'ai rejoint le groupe d'action de la France Insoumise de la 5e circonscription. Et là, j'ai rencontré plusieurs camarades. Très rapidement, je suis devenue co-référente de ce groupe d'action. Et j'ai également rencontré une coalition citoyenne, un mouvement citoyen qui s'appelle Agissons ensemble au sein de la circonscription et qui regroupe en fait des personnes de différents partis politiques. Ça va de LFI à Place Publique, ça peut vous sembler étonnant et c'est vrai que vu depuis Paris, on peut se dire mais comment ces gens arrivent à travailler ensemble? Eh bien, dans la circonscription, on arrive à travailler ensemble et à organiser des mobilisations, des événements et à s'unir. On s'est unis lors des dernières élections consulaires et on a réussi à avoir le plus grand nombre d'élus consulaires. Donc, comme quoi l'union, elle permet à la gauche et à des programmes et des propositions alternatives de l'emporter. Et vous doutez de ma question au vu de ce que vous venez de dénoncer. Comment ça se passe pour qu'on passe d'une union aux élections consulaires, qui sont des élections importantes pour les Français de l'étranger? J'ai pas mal de Français de l'étranger dans le chat, que ce soit même dans d'autres circonscriptions de l'étranger. Comment on passe de l'union de LFI à Place Publique à une candidature NFP officielle soutenue par LFI, les écologistes, Génération PCF, je ne sais pas si c'était beaucoup prononcé. Voilà, une candidature Place Publique, une candidature Parti Socialiste. Comment on passe de ça à ça, en fait? Comment ça se passe? Voilà, il y a des turpitudes nationales dont on n'est pas... il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Moi, j'ai tendu mon bras, j'ai été ouverte à la discussion. Il se trouve que cette circonscription, elle avait été fléchée dans le cadre des accords du NFP pour LFI en 2024. Et donc, dans ce cadre, suite à l'annulation de l'élection de Stéphane Vogetta, un an plus tard, LFI a revendiqué à juste titre que ce soit le parti à qui revienne le fléchage, on va dire, de la même façon que le Parti socialiste a eu, comme dans le cadre des accords de l'année dernière, le fléchage à Paris et dans le Tarn-et-Garonne. On a été rejoint très rapidement par les écologistes, par Génération, par le mouvement, je le répète, parce que c'est vrai que je pense que pour les gens, ça peut un peu les déranger de voir ces histoires, ces discussions autour d'étiquettes. Nous, ce qui nous importe aussi, c'est l'ancrage local, comment on se positionne localement. Et ce mouvement Agissons ensemble, c'est un mouvement qui est ancré localement depuis plusieurs élections et qui a décidé de soutenir ma candidature et celle de mon suppléant. Et donc ça, c'est très important pour nous. Malheureusement, à la dernière minute, le Parti socialiste et Place Publique ont décidé de présenter 2 autres candidatures. Je pense que c'est surtout
un débrief qu'il faudra avoir après, suite à la campagne, et puis surtout des questions que vous devriez leur poser à eux. Moi, malheureusement, j'aurais aimé qu'ils viennent avec moi, et ça n'a pas été le cas. Mais on a vraiment décidé de centrer notre campagne sur, nos adversaires ont été la droite et l'extrême droite. On savait qu'il y avait un très gros risque de Rassemblement national dans notre circonscription, puisque la dernière fois, il y avait eu moins de 3000 voix d'écart entre Maxime Da Silva, qui était le candidat NFP, et la candidate RN, Johanna Morel. Et cette année, il y a une semaine, donc, il y a eu moins de 500 voix d'écart. Vous vous rendez compte? Donc, nous, en fait, on avait parfaitement conscience que nos adversaires, c'était la macroniste Nathalie Coggia et le Rassemblement national. On a fait campagne comme ça, on a fait campagne sur notre programme, et après, les électeurs, les électrices ont décidé. Oui, parce que voilà, je rappelle votre score, 3164 voix, soit 15,8% pour le premier tour. Le RN donc arrive derrière d'un cheveu, 2808 voix et 14,02. Et devant Madame Coggia avec 5277 voix et 26,35%. En rappelant quand même que vous avez une réserve de voix quand même conséquente, si seulement ça s'additionnait aussi facilement que quand on constate les résultats au premier tour, parce que potentiellement, il y a le Parti Socialiste qui avait fait près de 9,5% et Place Publique près de 8%. Force est de constater que là, on est dans une situation où le Parti Socialiste officiellement a appelé à voter pour vous, Place Publique ne l'a pas fait. Et au sein du PS, il y a des personnalités, notamment du sud de la France, pour ne citer qu'elle, Madame Carole Delga, qui est d'ailleurs la présidente de la région Occitanie, qui appellent à ne pas vous soutenir, qui n'appellent pas forcément à soutenir en face, mais qui appellent à ne pas vous soutenir. Comment on fait quand on est la candidate de la gauche qui accède au second tour et qu'on voit que les autres candidats de gauche qui n'y ont pas accédé, refusent de vous soutenir? Comment vous faites pour aller chercher cet électorat, malgré le fait que les ténors en face ne le fassent pas, ce soutien? Bien sûr, je comprends très bien votre question, et j'ai évidemment eu un certain nombre de notifications par minute suite aux annonces de Carole Delga, donc j'ai bien suivi l'affaire. Mais je pense que les électeurs, les électrices de la 5e circonscription ne sont pas autant au fait des réactions, des polémiques politiciennes qu'il peut y avoir au sein du PS, entre Carole Delga, Jouvet, et ce qui importe en fait, c'est comment ce second tour est perçu localement. Et localement, j'ai reçu le soutien de Guillaume Horn, j'ai reçu le soutien des ensembles des élus consulaires du Parti socialiste qui connaissent bien notre adversaire Nathalie Coggia et le député déchu Stéphane Vogetta, qui savent très bien ce qu'il a fait, son bilan inexistant au sein de la circonscription depuis près de 8 ans. Et donc qui savent que notre adversaire commun, parce qu'ils me connaissent et travaillent avec moi, c'est bien entendu Nathalie Coggia, et donc qui ont appelé sans aucune ambiguïté à voter pour moi. Pour ce qui est de Place Publique, j'ai envie de vous dire, c'est exactement pareil. À Place Publique, vous dites Place Publique n'a pas appelé à voter pour moi. À Paris, depuis Paris, depuis leur bureau, depuis leur siège, Monsieur Glucksmann et ses... ses alliés n'ont pas appelé à voter pour moi, parce qu'on est dans une séquence de préparation de la présidentielle, positionnement stratégique, mais il n'y a pas un intérêt pour ce qui va se passer au sein de la circonscription. Mais localement, l'ensemble des représentants et des représentantes de Place Publique se positionne clairement, encore une fois sans ambiguïté, en ma faveur. Le mouvement citoyen Agissons ensemble est composé de représentants politiques qui vont de LFI à Place Publique, et Agissons ensemble s'est positionné en ma faveur dès le premier tour. Et l'ancien élu consulaire Renaud Lebert, l'ancien candidat à l'élection législative de 2022, qui était représentant de NUPES, Renaud Lebert, et qui est aujourd'hui élu consulaire de Place Publique, s'est positionné en ma faveur, a affiché son soutien pour moi. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est ce que pensent les électeurs et les électrices de la circonscription, de LFI à Place Publique, l'ensemble des électeurs et des électrices de gauche, et même pas forcément de gauche, les personnes qui ont vu l'imposture de Stéphane Vogetta et la continuité promise par Nathalie Coggia me soutiennent, et je pense que c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, on parlait de votre adversaire. J'ai vu au sein des Insoumis
certains, comme Monsieur Paul Vannier, par exemple, parlaient d'une candidate milléiste, la rapportant aussi à Stéphane Vogetta. Est-ce que vous avez aussi ce constat sur les propositions ou autres de votre adversaire? Alors, moi, j'ai aucun problème avec Nathalie Codgia, j'ai pas de problème avec sa personne. Moi, ce qui me pose un vrai problème, un vrai souci, c'est leur manœuvre politicienne. À savoir que on a eu un Stéphane Vogetta qui, en plus de son bilan, donc le bilan de Stéphane Vogetta, au niveau national, il s'est toujours revendiqué comme indépendant, pirate ou je ne sais quoi, mais il a voté comme un petit soldat absolument toutes les lois de la Macronie, la réforme des retraites, contre l'augmentation du SMIC, la loi du plomb, la loi immigration. J'attire votre attention sur cette loi parce que au sein des députés des Français de l'étranger, même les députés macronistes, cette loi avait suscité beaucoup de remous et de politique puisque les députés des Français de l'étranger sont dans des circonscriptions où une très grande partie des personnes sont binationales. Et même, si vous voulez que je vous donne un exemple, Christopher Westberg, qui était le député de la circonscription qui regroupe les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, il s'était abstenu. Donc, certains députés macronistes des Français de l'étranger, enfin en tout cas j'ai 7 exemples en tête, s'étaient abstenus sur la loi immigration. Eh bien non, Stéphane Vogetta, le pseudo-député indépendant, là encore, il a voté comme un petit soldat cette loi. Donc au niveau national, bilan, macroniste qui fait ce qu'on lui demande. Au niveau de la circonscription, on aura peut-être l'occasion d'en revenir, oui. Mais on assiste vraiment à un désengagement, un démantèlement des services publics. Il y a la réforme de l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement des Français de l'étranger, qui va, c'est une destruction de l'AEFE, et là encore, absolument rien n'est fait pour se battre, pour lutter pour les Françaises et les Français de la circonscription. Fermeture de consulats, fermeture d'alliances et d'instituts français, donc un bilan nul. Et donc sur son comportement, sur sa communication, c'est pour ça, je pense que Paul Vannier parlait de candidature nihiliste. Milei, c'est un rapport à Javier Milei. Pardon, oui, là tout à fait. Donc j'ai aucun souci à dire que Stéphane Vogetta, en fait, revendique, il a plusieurs tweets où il revendique son admiration pour Javier Milei. Il pose en photo avec les bouquins de Javier Milei. Il revendique son bilan économique, alors que tout le monde sait que son bilan économique est catastrophique et qu'elle a été battue dans les urnes il y a récemment en Argentine. Donc, il revendique ce bilan-là. Et en Espagne, alors qu'on a quand même un devoir de neutralité par rapport aux pays qui nous accueillent, en Espagne, en fait, il n'hésite pas à critiquer le bilan de la ministre de l'égalité. Il n'a pas hésité à critiquer le bilan de la ministre de l'ancienne ministre de l'égalité, Irene Montero, qui a fait passer plusieurs lois pour la lutte contre les violences sexuelles. Et à contrario, posé avec une élue de Madrid, qui est peut-être l'élue la plus controversée qu'il y a en Espagne. C'est la présidente de la communauté de Madrid, qui est ouvertement trumpiste, donc qui le dit, qui est climato-sceptique, qui est misogyne, qui a coupé les budgets pour les droits des femmes et la lutte contre les LGBT plus phobie, et qui est évidemment, le plus important, une nostalgique du franquisme. Donc, Monsieur Vogetta fait l'éloge de Milei, pose avec une nostalgique du franquisme en disant qu'elle est la plus grande féministe d'Espagne, ce qui est vraiment une offense pour absolument toutes les personnes pour toutes les femmes, je pense, de dire que cette élue trumpiste est la plus grande féministe d'Espagne. Donc oui, en fait, c'est tout simplement le problème, c'est qu'on a, et donc Nathalie Codgia ne se positionne pas, mais Nathalie Codgia, le problème, c'est que elle promet en 2027 en fait, elle va servir de garde-siège. Alors justement, je rebondis là-dessus parce que nous, on l'a reçu vendredi, on y a posé la question. Oui, elle a dit que si M. Vogetta, après les 1 an d'inéligibilité, pouvait être candidat à l'élection et souhaitait l'être, elle lui laisserait volontiers sa place pour la prochaine candidature. Elle l'a dit clairement en live avec nous vendredi matin, on lui a posé la question justement. Mais je sais, elle l'a dit clairement, mais en fait, elle l'a annoncé clairement dès leur premier communiqué de presse d'annonce de la candidature de Mme Codgia. Elle a dit que Stéphane Vogetta était son parrain
Donc on est vraiment sur c'est Poutine en fait. C'est vrai qu'on voit davantage Monsieur Vogetta que le suppléant, en fait. C'est un peu un suppléant visible qui remplace le suppléant officiel d'une certaine façon. C'est vraiment une méthode à la Poutine, c'est-à-dire que comme il est inéligible pendant 1 an et demi, il va mettre son ancienne suppléante, qui va rester son ancienne suppléante, qui est quand même aussi un petit peu responsable de l'invalidation de ses comptes de campagne, puisque c'est elle qui gérait ses comptes de campagne en tant que suppléante. Donc, il la met pendant 1 an et demi, le temps de son éligibilité, et ensuite il revient en 2027. Mais en fait, qu'est-ce que peut nous proposer Madame Kodjia si elle va servir de garde-siège pendant 1 an et demi? C'est à partir de ce moment-là, autant parler directement avec Monsieur Vogetta, puisqu'elle est en quelque sorte une marionnette de Monsieur Vogetta. Et surtout, en tant que féministe, ça me pose un problème, en fait. Quelle vision il a de la place des femmes en politique, c'est-à-dire qu'il les utilise pour les mettre pendant 1 an et demi, pendant qu'il est inéligible, pour ensuite revenir en 2027. C'est quand même, je trouve que démocratiquement, c'est très problématique en fait. En fait, il est toujours à la limite de la légalité. Il pose alors qu'il est inéligible, il est déchu. On se retrouve à avoir de nouvelles élections 1 an plus tard, qui a un coût pour l'État. Un coût aussi de temps, d'énergie pour les agents et les agentes. J'ai une pensée pour eux, pour toutes les personnes des consulats, les agents et les agentes du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, il pose sur toute la propagande de campagne, il est en gigantesque, vraiment la figure du père ou du parrain, c'est une terminologie quand même assez mafieuse en plus de ça. Il figure même sur le bulletin de vote, sur le bulletin électronique. Donc, on est obligé de parler de lui, puisqu'il est partout. Et d'ailleurs, on va un peu recentrer, parce que c'est vrai que le temps file vite. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes de votre programme, si vous êtes élu député ce dimanche? Bien sûr, c'est vrai que là, c'est plus important de parler de ce qu'on a proposé et de notre programme. Alors, il y a plusieurs... donc, on défend le programme du Nouveau Front Populaire, et en fait, c'est vrai qu'on nous a... matraqué pendant toute la campagne que le programme du Nouveau Front Populaire n'était pas adapté aux Françaises et aux Français de l'étranger. Mais pour moi, le programme du Nouveau Front Populaire défend très justement les intérêts des Françaises et des Français de l'étranger, parce que qu'est-ce que veulent les Françaises et les Français de l'étranger? Ils veulent plus de services publics et de justice sociale. Donc, comme je le disais, nos propositions, c'est d'abord le rétablissement des fonctions administratives dans 2 consulats qui ont fermé pendant la mandature de Stéphane Vogetta, qui sont le consulat de Bilbao et le consulat de Séville. Ils n'ont pas fermé officiellement. En fait, ils ont fusionné avec l'Institut français et ils ont des fonctions, on va dire, ce qu'on appelle d'influence, c'est-à-dire qu'il y a un consul ou une consule qui gère les relations avec les autorités locales, mais il n'y a plus de fonctions administratives. Donc nous, on veut le rétablissement des fonctions administratives dans les consulats de Bilbao, de Séville et de Porto. On veut aussi une revalorisation des statuts du personnel local et des institutions françaises, les lycées, les instituts, les consulats. On veut qu'il y ait plus de tournées consulaires pour soutenir les personnes isolées, retraitées. Vous savez, on a une très grande circonscription. Il y a toute l'Espagne, il y a tout le Portugal, mais il y a des îles aussi. Il y a des îles au Portugal, les îles de Madère, des Açores. En Espagne, on a les îles Canaries, on a les îles Baléares. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très isolées, qui, lorsqu'ils doivent renouveler des papiers, ils doivent prendre un billet d'avion ou un bateau pour se rendre sur la péninsule. Et donc, c'est très compliqué pour ces personnes, des personnes qui sont aussi en situation de précarité. Donc, nous, on voudrait qu'il y ait plus de tournées consulaires qui permettent à ces personnes de pouvoir faire leurs papiers administratifs et leur demande d'ailleurs d'aide sociale. On nous annonce en fait une suppression programmée de plusieurs aides sociales. En fait, les consulats, ils ont la possibilité de donner des aides sociales à nos compatriotes qui sont dans des situations de très grande précarité. Et donc, il y a plusieurs types d'aides sociales. Il y a des aides temporaires, il y a des aides pour les personnes qui sont en situation de handicap, il y a des allocations adultes handicapés. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a certaines de ces aides sociales, à cause des baisses budgétaires, des coupes budgétaires promises par le gouvernement, qui vont disparaître. Et ben, nous, on veut évidemment qu'elles ne disparaissent pas. Ensuite, donc ça, c'était sur le volet service public et justice sociale. Deuxièmement, sur l'éducation. Bien, nous, on pense qu'il faut vraiment cette réforme de l'AEFE. Donc, en fait, il y a une très grande réforme
de l'AEFE avec des très grandes coupes budgétaires qui a été annoncée au début de l'été. Et en fait, dans les propositions, on propose en fait qu'il y ait plus d'autonomie et pour synthétiser et pour pas trop rentrer dans les détails et perdre les gens dans les détails techniques. Ce que propose cette réforme, en fait, les lycées français, ils sont en gestion directe, ils sont gérés par cette agence qui est une antenne du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, ce que propose la réforme, elle propose donc de transférer aux établissements la charge des pensions de retraite des personnels enseignants, et elle propose en fait de demander aux établissements de s'autofinancer. Et ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir une conséquence, évidemment, pour conséquence, la hausse des frais de scolarité. Et les frais de scolarité, il faut savoir qu'ils ont déjà augmenté de plus de 30% en 5 ans. On assiste à un désengagement, à une baisse du nombre d'étudiants français de plus de 30%. Il faut que les gens y comprennent ça. C'est que de dire que les établissements vont s'autofinancer et on va faire des écoles de prestige, ça va avoir pour conséquence directe une baisse du nombre d'étudiants français. J'interviens parce que c'est vrai que moi j'ai un Français de l'étranger établi en Irlande, donc je ne sais pas si les tarifs sont les mêmes, qui expliquent que les tarifs de l'école maternelle, par exemple au lycée français de Madrid, c'est 6 524 € par an, et qui dit c'est bizarre de défendre le système de l'AFE. Vous, du coup, vous appelez à une réforme de ce système? Non, en fait, il y a déjà une réforme qui a été annoncée. Cette réforme, alors, pour répondre aux questions de cette personne, en fait, moi, je ne vois pas les questions, c'est normal. Oui. C'est sur Twitch même, les questions, c'est pour ça. Donc, je vous les transmets. J'ai pas trop l'habitude. Donc, en fait, la réforme, ce qu'elle prévoit, c'est que, en gros, il n'y ait plus de financement de la part de l'État et les établissements se débrouillent. Ces coûts, ils sont exorbitants et ils sont de plus en plus exorbitants. Et donc, nous, on n'est pas d'accord avec cette augmentation des coûts qui a pour conséquence un désengagement des étudiants français. On est là pour défendre les intérêts des Françaises et des Français de l'étranger. Et il faut que les gens comprennent que les lycées français, c'est pas uniquement des lycées, c'est pas fait pour être uniquement des lycées de prestige. C'est fait pour assurer une continuité aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un modèle éducatif qui est équivalent à celui de l'école publique française. Il y a des profs de l'éducation nationale qui viennent dans ces lycées français, qui viennent enseigner. Et c'est fait pour assurer une continuité éducative aux enfants qui sont des enfants d'expatriés et qui vont vivre 4 ans en Espagne, 4 ans au Mexique, 4 ans aux États-Unis, et pour qu'ils puissent continuer à suivre le même programme qui est celui de l'éducation nationale. Nous, ce qu'on demande, c'est que cette école, elle soit plus mixte et inclusive. Et pour qu'elle soit plus mixte et inclusive, il faut aussi revoir, et donc là, je réponds à la question de la personne qui est basée en Irlande, il faut une refonte des critères et du calendrier d'attribution des bourses. En fait, les personnes françaises dans ces lycées français, elles ont le droit à des bourses scolaires, et qui fait qu'elles peuvent, soit elles vont se retrouver à payer 50%, soit elles peuvent avoir l'intégralité du tarif des... pardon, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Soit elles se retrouvent à devoir payer 50% du prix des frais de scolarité, soit 100%. Enfin, après, c'est en fonction du salaire des personnes. Sauf que ça devient à chaque année, un petit peu plus compliqué d'obtenir ces bourses scolaires, parce qu'il y a en fait des critères d'attribution des bourses pour vous donner un exemple type, ne prennent pas en compte, par exemple, les familles divorcées, les familles avec 2 domiciles, et donc quasiment automatiquement, les personnes qui ont un père et une mère qui vivent dans 2 domiciles différents se retrouvent exclues de ces systèmes de bourse. Et dernière chose, le calendrier, c'est très souvent les personnes se voient notifier de leur bourse scolaire 3 mois ou 4 mois après le début donc ils doivent avancer les frais, et ça c'est impossible. Et juste pour terminer, après je vous laisse la parole, il y a aussi un très gros souci sur la charge financière des parents qui ont des AESH. C'est des adultes qui accompagnent les enfants en situation de handicap. C'est eux qui doivent payer les AESH et ensuite ils sont remboursés. Mais parfois ils doivent avancer les frais pendant près d'1 an avant d'être remboursés. Et nous on pense que ça a un impact négatif sur l'inclusivité de ces lycées français. Alors je rebondis du coup de la même personne qui donne une critique sur le fonctionnement de ces établissements en disant malheureusement on voit que c'est la bourgeoisie qui envoie souvent leurs gamins là-bas, arrêtons de se voiler la face, les Français de l'étranger normaux
entre guillemets, envoient leurs gamins aux écoles locales. Du coup, il y a une critique des personnes qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans ces écoles des Français de l'étranger, à défaut que ce soit les personnes qui habitent sur place qui puissent en bénéficier. Est-ce que Bah, vous avez aussi cette mais critique qui remonte? je ne peux que partager son constat. Moi-même, quand je suis arrivée à Bilbao, je me suis posé la question quelques minutes de mettre ou pas mes enfants au lycée français de Bilbao. Mais quand j'ai vu les tarifs, bon, bah, en fait, j'ai tout de suite laissé tomber et mes enfants vont à l'école publique locale. Donc, et j'ai aucun souci avec ça et je suis très contente d'avoir fait ce choix. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que les familles qui souhaitent maintenir une continuité d'enseignement de l'éducation nationale française puissent le faire sans que ce soit réservé à une élite. Et son constat, il est très juste. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans un système d'écoles d'élite, de personnes qui ont les moyens, et les personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui souhaiteraient malgré tout, pardon, soit maintenir la continuité, soit maintenir le lien tout simplement avec la langue française, souhaiter que leurs enfants puissent apprendre à l'école en français, eh bien, les personnes qui n'ont pas les moyens sont exclues de ce système. Et ça ne devrait pas être le cas parce qu'il existe des bourses et donc les personnes qui sont en situation qui n'ont pas les moyens devraient malgré tout, les Françaises et les Français bien sûr, devraient malgré tout pouvoir bénéficier de ces bourses. Mais juste pour vous dire, la réforme de l'AEFE, en fait, l'AEFE, excusez-moi, elle finance aussi des systèmes des associations extrascolaires comme les Flammes qui permettent aux enfants justement qui ne vont pas dans des systèmes d'enseignement en français de garder, de maintenir malgré tout un lien avec la langue française et de faire des activités extrascolaires en français. D'accord. Et ces Flammes bénéficient, excusez-moi, de dotations de l'AEFE, et sauf que les dotations, elles vont être divisées par 2. Donc en fait, excusez-moi. N'hésitez pas à boire un verre d'eau, s'il faut. Désolée, je vais revenir dans un instant. Il faut que j'aille me chercher absolument un verre d'eau. Allez-y, allez-y. Oui, je suis absolument désolée, mais je parle trop pendant toute cette campagne. Et là, j'ai une toux depuis quelques jours qui fait que ça me... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Désolée. Alors, du coup, j'enchaîne sur autre chose. Vu qu'on a eu un peu de flottement au début, vous m'accordez quelques minutes supplémentaires au vu de l'annonce. On arrive rapidement vers la fin, du coup. Donc, alors, j'ai une question dans le chat qui est de Lisandre. Beaucoup de Français de l'étranger cotisent déjà volontairement à des systèmes de retraite privés ou publics dans leur pays de résidence. Êtes-vous pour interdire aux Français vivant hors de France de cotiser à ces régimes étrangers, puisque, par principe, la France insoumise est contre le principe de capitalisation? Alors, moi, je n'interdis rien à personne. Si les personnes souhaitent souscrire... Enfin, c'est pas dans le programme de la France Insoumise d'interdire qui que ce soit de souscrire à un système de retraite privé. Nous, par contre, ce qu'on dit, c'est que la réforme des retraites, elle a des conséquences extrêmement graves. Les Français et les Françaises de l'étranger sont vraiment les grands oubliés de cette réforme des retraites, notamment les Françaises de l'étranger. Pourquoi? Parce que les Françaises et les Français de l'étranger sont les premiers qui ont eu des carrières hachées, qui ont eu des carrières dans 2 pays différents. Donc, très souvent, c'est très compliqué pour lorsqu'on prend les premières années, si on prend en compte les premières années d'expérience professionnelle, c'est les premières années passées en France, c'est celles où les personnes ont fait des petits boulots quand ils ou elles étaient étudiantes ou ont eu leurs premières expériences professionnelles. Donc, ces personnes vont être pénalisées et je pense plus particulièrement aux Françaises de l'étranger. Il faut savoir que 90% des mobilités internationales sont initiées par des hommes, par la carrière des hommes. Donc, dans la majorité des cas, en fait, lorsqu'un couple français décide de s'installer à l'étranger, c'est pour suivre le conjoint, le mari, le compagnon. Et donc, les femmes qui, parfois, avaient commencé des carrières brillantes se retrouvent à arrêter de travailler, à devoir se reconvertir parce que eh bien, très souvent, il n'y a pas d'homologation possible avec leur métier, leur diplôme, à s'occuper des enfants de façon non rémunérée. Et lorsqu'il y a une séparation, eh bien, ce sont les grandes perdantes. Et sur les retraites, évidemment, ce sont les grandes perdantes. Donc voilà pour votre question sur la réforme des retraites. Et vous m'évoquiez par échange l'un de vos aspects, enfin l'un de vos points importants du programme, c'était au niveau de l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que vous portez sur ce sujet par rapport, on va dire, aux Français de l'étranger notamment, qui ont une dimension, on va dire, différente que juste l'aspect national en métropole? Bien sûr, c'est exactement ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que
sur la réforme des retraites, mais sur les situations de précarité, en fait, on s'est rendu compte, ça n'a pas été une très grande surprise parce que ça correspond globalement à ce qui se passe au niveau national, enfin à la situation même globale. C'est quand on a été voir les associations, il y a des associations d'entraide qui aident nos compatriotes, qui aident les personnes françaises en situation de précarité, des associations qu'on appelle de l'entraide ou de la bienfaisance, partout dans la circonscription, dans les grandes villes, à Madrid, à Barcelone, à Lisbonne. Et en fait, ces associations, 90% de leurs bénéficiaires sont des femmes, sont des mères seules avec des enfants qui donc ont suivi leur mari, ont arrêté de travailler, ou ont travaillé de façon non rémunérée en s'occupant des enfants et en faisant vivre aussi le tissu associatif. Toutes ces associations de personnes expatriées, très souvent, elles sont gérées par des femmes qui ne travaillent pas, qui travaillent sans être rémunérées, c'est important la distinction. Et donc, je pense que ce plaidoyer pour l'égalité femmes-hommes au travail et sur le soutien économique, il est d'autant plus criant chez les Françaises et les Français de l'étranger parce que les premières qui sont en situation de précarité et les premières qui vont être impactées par l'injuste réforme des retraites, ce sont les Françaises de l'étranger. Donc, au niveau de la circonscription, je pense qu'il faut vraiment porter et avoir une attention toute particulière aux femmes qui sont en situation de précarité et à l'impact de la réforme des retraites sur les Français et les Françaises de l'étranger, mais plus particulièrement les Françaises de l'étranger. Et ensuite, au niveau national, au niveau de la coopération entre la France et l'Espagne, il faut savoir qu'il y a un plaidoyer que je souhaite porter à l'Assemblée nationale sur ce que fait l'Espagne. L'Espagne a 20 ans d'avance sur la France, sur certaines mesures, concernant certaines mesures qui ont été mises en place, notamment sur les violences conjugales, la lutte contre les violences conjugales. En 2004, en Espagne, il y a une loi transversale qui a été mise en place qui a permis de réduire drastiquement le nombre de féminicides de 30%. Ça, c'était en 2004. En 2025, bientôt 2026, il n'y a pas le budget et il n'y a pas les moyens qui ont été mis en place par l'Espagne en France. Pendant la campagne, il y a eu un féminicide à Poitiers. La personne victime, elle avait porté plainte, je crois, plus de 6 fois. Et elle a été assassinée devant son domicile, poignardée par son ex-compagnon. Enfin, c'est pas possible, on peut pas se satisfaire. Il y a quand même une responsabilité de l'État lorsqu'on a une femme qui porte plainte 6 fois. On dit aux femmes, il faut aller porter plainte. Elle a porté plainte 6 fois et malgré ça, elle est victime d'un féminicide. Ça, ce type de situation se passe, évidemment que il y a des ratés et ça se passe encore en Espagne, mais il y a des mesures qui ont été mises en place qui font qu'on évite ce type de situation. Donc, il y a ça qu'il faut mettre en place sur la lutte contre les violences sexuelles, la protection de l'enfance, qui est aussi une thématique qui me tient à cœur. Il y a une loi qui a été mise en place en Espagne en 2021, une loi intégrale pour la protection de l'enfance, et je souhaite que cette loi inspire des mesures mises en place en France. Je tiens juste à dire que la CIVIS, la commission indépendante contre les violences sexuelles des mineurs, préconise que la France mette en place les mesures de l'Espagne. Donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé aux oreilles du gouvernement, mais qui a décidé de le balayer d'un trait, comme à chaque fois ce qu'il fait. Il y a des paroles, donc il y avait eu de très belles paroles du président de la République contre l'inceste et les violences sexuelles faites sur les enfants, mais au final, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de budget, il n'y a rien qui est fait. Alors du coup, on arrive en fin d'interview parce qu'en plus, on va avoir la déclaration de Lecornu dans quelques minutes. Je vous laisse 1 minute pour conclure et essayer de nous dire pourquoi il faut voter pour vous jusqu'à ce dimanche, dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Alors, pour conclure, je pense qu'il faut voter pour moi, il faut voter pour le changement. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on voit, et j'ai déjà commenté le bilan de Stéphane Vogetta et Nathalie Coggia, qui est absolument inexistant pour les Françaises et les Français de la circonscription et qui n'ont absolument rien fait, qui ont fait tout ce que leur a demandé de faire la Macronie. Donc ça n'est pas des députés indépendants, c'est un député et une... qui souhaite être futur député complètement dépendante à la Macronie. Donc moi, je souhaite vous apporter le changement. Je souhaite défendre l'intérêt général, l'intérêt de la majorité des Françaises et des Français de l'étranger. La majorité des Françaises et des Français de l'étranger sont attachés au service public, sont attachés à la justice sociale, à la justice
fiscales sont attachées à l'environnement. L'Espagne est l'un des pays qui va être d'Europe le plus impacté par le réchauffement climatique. Il n'y a pas une ligne sur l'environnement dans la profession de foi de Madame Codgia. C'est indispensable de porter aussi le plaidoyer de l'environnement dans notre programme et à l'Assemblée nationale. Et ça, évidemment que le programme du Nouveau Front populaire parle, l'un des principaux axes de son programme, c'est la justice sociale et la justice environnementale. Donc, pour tous ces intérêts-là, qui représentent l'intérêt de la majorité des Françaises et des Français de l'étranger, et pour apporter du changement, une personne qui soit, une députée qui soit ancrée, soutenue sur le terrain, soutenue par des personnes de la société civile qui travaillent sur les problématiques éducatives, sur les problématiques sociales, sur les problématiques environnementales, je vous dis, votez pour moi, votez pour Marta Pessinha, votez pour le programme du Nouveau Front populaire. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Pessinha, pour votre disponibilité et je vous souhaite une bonne fin de campagne pour la semaine à venir qui est chargée en actualité, j'imagine. Merci beaucoup à vous, merci pour votre invitation. Bonne journée, au revoir. Au revoir.